Nous étions dans la salle d'audience. L'air était épais et rance, sentant le vieux papier et le désespoir silencieux. Mon père, Robert, un homme qui considérait sa famille comme des employés et sa femme comme un actif raté, arborait un rictus moqueur. Sa voix tonna, résonnant dans la pièce silencieuse. « Tu sortiras d'ici sans rien. » Il pointa un doigt épais vers ma mère, Helena, une femme usée jusqu'à n'être plus qu'un murmure par des décennies de contrôle financier et émotionnel de sa part. Elle tremblait, tout son corps secoué, et sa main était agitée de spasmes tandis qu'elle tendait la main vers le stylo pour signer l'accord, le document qui mettrait fin à son mariage de 30 ans avec des miettes. Je ne pouvais pas regarder. Je me levai, ma chaise raclant bruyamment le sol. L'attention se reporta sur moi. « Votre honneur, veuillez ouvrir l'enveloppe, s'il vous plaît. » Ma voix était basse, mais elle trancha la pièce comme une lame. Je posai une simple enveloppe Kraft, sans rien de remarquable, sur le banc du juge. Le juge, un homme à l'air las, soupira, visiblement agacé par l'interruption. Il la déchira, ses yeux parcourant la première page. Puis, ils s'écarquillèrent. Il leva les yeux vers moi, puis revint au papier. Un petit gloussement lui échappa, qu'il essaya d'étouffer. Il se pencha vers le microphone, un sourire se répandant sur son visage tandis qu'il murmurait « Oh, c'est brillant !» Je regardais le visage de mon père. Le masque suffisant et triomphant se dissolut, remplacé par une confusion pâle et maladive. Sa bravade avait disparu, remplacée par l'horreur naissante et inhabituelle de perdre le contrôle. Tout avait commencé 6 semaines plus tôt. Nous étions dans un steakhouse, du genre avec du bois sombre et un éclairage si tamisé qu'on se serait cru dans une grotte. C'était le moment que Robert avait choisi pour présenter son offre finale pour le divorce. Il fit glisser une mince liasse de papier sur la table, la sauce du steak sur son assiette dangereusement proche. Il était bruyant, exubérant, jouant pour les autres clients. « C'est plus que généreux !» déclara-t-il. Ma mère fixait simplement les papiers, le visage cendreux. Je vis les chiffres. Ils étaient insultants. « Papa, ce n'est pas juste, » commençai-je, essayant de garder une voix égale. « Ce n'est pas une division légale des biens. C'est... » Il me coupa avec un rire bruyant et aboyant. « Maya, s'il te plaît, » dit-il, agitant la main d'un geste dédaigneux. « Contente-toi de ta petite paperasse de la Navy. Enseigne agrafeuse. C'est ce que tu es. » Ce surnom, c'était son préféré. Celui qu'il utilisait quand j'avais obtenu mon diplôme d'OCS. Celui qu'il utilisait quand j'avais passé le barreau. Celui qu'il utilisait pour effacer chaque réussite et me dépeindre comme une secrétaire glorifiée en uniforme. « C'est la cour des grands, » dit-il, pointant un doigt vers ma mère. « Ta mère signe, ou je la verrai à la rue. » Il gloussa, convaincu de m'avoir remise à ma place. Il n'avait aucune idée que enseigne agrafeuse était le nom public pour une lieutenant commandée dans le JAG de la Navy, spécialisée en comptabilité légale et saisie d'actifs. Il venait de me défier dans le domaine où j'étais un prédateur au sommet. Pour comprendre le règlement de compte dans cette salle d'audience, il faut comprendre les 2 vies que je menais. L'univers de mon père tournait autour de sa propre voix. Je me souviens d'un barbecue familial. L'odeur du liquide allume-feu et de la viande trop cuite était épaisse dans l'air. Robert tenait court près du grill, une bière dans une main, des pinces dans l'autre, se vantant de ses complexes affaires de transport international. Il adorait utiliser des mots comme logistique et chaîne d'approvisionnement comme s'il les avait inventés. Nos parents et ses amis serviles hochaient la tête, fascinés par ses récits de tromper les douanes et de naviguer dans des marchés étrangers traîtres. Il était, dans son propre esprit, un titan de l'industrie, un homme qui s'était fait tout seul et qui commandait le monde. Il me repéra près de la porte de la terrasse, silencieuse, juste en train d'observer. Il sourit et m'appela. « La voilà !» tonna-t-il, me tirant dans une étreinte maladroite d'un bras. « Maya, quand vas-tu quitter cet uniforme de scout glorifié et te trouver un vrai boulot? Quelque chose qui paie vraiment ?» La foule gloussa. Je souris simplement. Un sourire tendu, exercé, que j'avais perfectionné sur 2 décennies. Il me tapa rudement sur la tête, du genre qu'on donne à un chien. « Ah, tu ne comprends pas, ma chérie, » dit-il, sa voix tombant à un ton complice et condescendant. « C'est un monde d'hommes. Contente-toi de tes dossiers. » Je hochai simplement la tête, la brûlure familière montant dans ma gorge.
Je vis ma mère de l'autre côté de la cour, forçant un sourire, ses yeux me suppliant de ne rien commencer. Je ne le fis pas. Je partis juste chercher un verre d'eau, le registre interne dans ma tête cliquant sur une nouvelle entrée. Un autre rejet, une autre effacement décontracté de toute ma vie. Ce qu'il appelait des dossiers était un monde différent. C'était un monde qu'il ne pouvait même pas imaginer. C'était une pièce stérile, sans fenêtre, appelée un SIF. Installation d'information, compartimentée sensible. Le seul bruit était le bourdonnement constant et bas des purificateurs d'air et des serveurs. Il n'y avait pas de barbecues ici, pas de vantardise, juste l'immense poids écrasant du travail. J'étais celle qui rédigeait les ordres de saisie d'actifs qui faisaient tomber des hommes 10 fois plus puissants que mon père. Mon commandant, l'amiral Hayes, était un homme qui ne tolérait pas les imbéciles et qui me voyait comme son arme légale la plus affûtée. J'entrais dans son bureau, et il n'y avait pas de condescendance, juste de l'attente. Je me souviens de lui avoir présenté notre dernière grande cible. Monsieur, la cible a mélangé les fonds à travers 3 sociétés, écrans séparés, toutes enregistrées dans des juridictions à transparence zéro. Je pointais un schéma. Mais il a été négligent. Il a utilisé le même agent enregistré au Caïman pour les 3. Nous pouvons percer le voile corporatif et saisir l'ensemble du portefeuille de 50 millions de dollars. Hayes hocha simplement la tête, ses yeux fixés sur les données. Faites-le, commandeur, c'est tout. Pas de tape sur la tête, juste un ordre qui me faisait confiance pour exécuter une saisie internationale de plusieurs millions de dollars. Donc, 6 semaines plus tôt, de retour dans cette chambre d'hôtel bon marché après le dîner désastreux au steakhouse, j'étalais l'offre généreuse de mon père sur le couvre-lit bon marché. La colère et la douleur étaient encore là. Mais quelque chose d'autre s'enclenchait. Je regardais les chiffres et un froid différent s'installa. Ils étaient trop propres. Il ne sous-estimait pas seulement ma mère, il cachait des choses. Et il le faisait avec une arrogance qui laissait une piste. Je reconnus la structure légale. Je reconnus l'état spécifique où il avait incorporé la façon dont les trusts étaient mis en place. C'était exactement le même cadre que j'avais passé 3 mois à démanteler pour le département de la Défense. C'était une structure utilisée par des marchands d'armes et des contrebandiers pour laver leur argent. Et mon père l'utilisait pour cacher son bateau et son condo à ma mère. Mon père avait passé toute ma vie à me dire que je ne comprenais pas son monde. L'ironie était que je le comprenais mieux que lui. Je traquais des hommes comme lui pour gagner ma vie. Et il venait de se faire de lui-même ma prochaine cible. La rage du steakhouse s'était refroidie en quelque chose de dur et d'affûté. De la résolution. Je n'allais pas combattre mon père sur ces termes. J'allais l'amener sur les miens. J'appelais l'avocat local de ma mère. Un homme timide, qui semblait complètement dépassé et prêt à perdre. Je n'élevais pas la voix. Je lui donnais 2 instructions simples et précises. Vous allez déposer une seule motion, dis-je, ma voix plate. Une demande de divulgation financière jurée finale. Rien d'autre. Et quand nous arriverons à l'audience finale, vous allez me céder votre temps. C'est tout. Il était confus. Mais il accepta. C'était la partie que mon père moquait toujours. Ma petite paperasse de la Navy. Il n'avait aucune idée de ce que cette paperasse était vraiment. Ce n'était pas du piratage. C'est salissant. Ça, c'était de la chirurgie. Pendant 2 semaines, je restais dans le noir, mon ordinateur portable la seule lumière, et je chassais. Je n'avais pas besoin d'enfreindre les lois. J'avais juste besoin de lire celles qu'il avait déjà enfreintes. J'utilisais ma connaissance du droit financier international et croisais les bases de données d'incorporation. Mon père, dans son arrogance, croyait être un requin dans un océan global. Il n'avait aucune idée qu'un léviathan le traquait des profondeurs. Cela me prit 36 heures, mais je le trouvais. Bien sûr que je le trouvais. Une LLC nouvellement incorporée aux îles Caïmans. Et le nom. Le nom me donna la nausée. REM. Logistics. Drawert. Elena. Maja. Il avait mis nos initiales. Sur son crime. Ce n'était pas juste cacher des actifs. C'était un trophée. C'était sa blague finale et écœurante. Je vis les virements. Plus de 7 millions de dollars. 72% de leurs biens matrimoniaux. Siphonnés après qu'il eut déposé la demande de divorce. Ce n'était pas juste immoral. C'était un cas d'école de transfert frauduleux. Je n'envoyais pas cela à l'avocat de ma mère. C'était mon preuve, ma procédure,
et ma juridiction. J'imprimais tout. Les documents d'incorporation des Caïmans, les reçus de virements horodatés et une seule page surlignée du code légal de l'État. Celle couvrant le parjure dans une divulgation financière jurée. Je scellais tout dans cette simple enveloppe Kraft. J'achetais un billet d'avion. Et j'entrais dans cette salle d'audience, mon uniforme repassé, prêt pour l'inspection. Mon père venait au tribunal pour un tour d'honneur. Il était sur le point de jurer sur une Bible que sa divulgation frauduleuse était la vérité. Il n'avait aucune idée qu'il n'entrait pas juste dans une audience de divorce. Il entrait dans un Audi conduit par moi. Et donc, nous étions de retour dans la salle d'audience. Cela ressemblait à l'acte final d'une pièce que mon père avait écrite pendant 30 ans. Il entra avec cette arrogance répugnante familière, tapant dans le dos de son avocat. Il s'assit à sa table et fit un clin d'œil à ma mère, un geste d'une condescendance si profonde que cela me serra l'estomac. Ma mère Helena fixait simplement ses mains, pliées si serrées sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Elle ressemblait à un fantôme, un vaisseau vide, attendant le coup final. Je m'assis derrière elle. Mon dos droit comme un i. Mon propre uniforme ressemblait à une armure, mais il ne le voyait même pas. Il voyait juste enseigne agrafeuse. Son avocat, un homme qui reflétait la confiance huileuse de mon père, conclut. Et donc, votre honneur, nous croyons que cet accord est franchement plus que généreux. Kan yu sin sin quoi? Le juge hocha la tête, l'air ennuyé. Monsieur Jensen, veuillez vous lever. Mon père se leva, toute sincérité performative. Jurez-vous, sous peine de parjure, que ces documents représentent votre statut financier complet et total, vos actifs, vos passifs, tout? Mon père posa sa main sur la Bible. Il regarda directement ma mère. Un sourire cruel et triomphant jouant sur ses lèvres. Absolument, votre honneur, tonna-t-il. Chaque centime. Le mensonge plana dans l'air, épais et toxique. Son avocat fit glisser les papiers de l'accord devant ma mère. Signez juste ici, Helena. Le dernier tour de couteau. Il se pencha en avant et siffla, assez fort pour que les 3 premières rangées entendent. Tu sortiras d'ici sans rien. Un petit son brisé échappa à la gorge de ma mère. Elle prit le stylo, sa main tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine le tenir. Je vis l'encre trembler au-dessus de la ligne de signature. C'était ça. C'était le moment. La culmination de chaque réussite ignorée. Chaque « ma chérie » dédaigneux. Chaque tape sur la tête. C'était la voiture qu'il s'était achetée quand il disait que nous ne pouvions pas nous permettre mes manuels universitaires. C'était le discours sur le monde des hommes au barbecue. Tout cela coalesça en ce single moment terrible de signature. Je me levai. Le raclement de ma chaise fut le seul bruit dans la pièce. Son visage se tordit en une rage pure. « Assieds-toi, Maya. C'est une affaire d'adulte. » Son avocat intervint. « Votre honneur, c'est hautement irrégulier. C'est sa fille. Elle n'a pas de qualité pour agir. » Le juge me regarda, son regard agacé. « Madame, qui êtes-vous » Je pris une respiration stable. Lentement, délibérément, je tendis la main et ôtai mon couvre-chef blanc combiné, mon chapeau de la navie, et le posai parfaitement sur la barre devant moi. Je regardais au-delà de mon père, au-delà de l'avocat bafouillant, et directement vers le juge. Lieutenant-commandeur Maya Jensen, corps JAG de la Navy des États-Unis, numéro de barreau 88 450 et 1. L'atmosphère entière de la pièce changea. Le juge se redressa, son ennui s'évaporant instantanément. « Je suis ici non en tant que membre de la famille, » continuai-je, ma voix calme et résonnante, avec une autorité qu'il n'avait jamais entendue, mais en tant qu'officier du tribunal. J'ai des preuves matérielles de parjure et de fraude financière directement liées à ces procédures. La bouche de mon père était ouverte. Son avocat avait l'air d'avoir été giflé. « Votre honneur !» « Je proteste. » Le juge leva une main, ses yeux maintenant fixés sur moi. « Approchez, commandeur. » Je m'avançai. Les clics de mes talons, le seul bruit. Je posai la simple enveloppe Kraft sur son banc. Voici ce que mon père, monsieur Jensen, a omis de divulguer. La salle d'audience était silencieuse comme une tombe. Le juge déchira l'enveloppe. Je regardais son visage. Agacement. Confusion. Ses yeux parcoururent la première page. La seconde, ses sourcils se haussèrent.
puis la réaction que je chérirai pour le reste de ma vie. Il étouffa un rire. Il leva les yeux vers moi, puis revint au papier. Il ne put le retenir. Il se pencha vers le microphone, un sourire se répandant sur son visage, et murmura « Oh, c'est brillant !» Le visage de mon père passa de la rage à une confusion pâle et maladive. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Le sourire du juge disparut, remplacé par une expression aussi froide et dure que l'acier. Il se pencha vers le microphone, et sa voix tonna. « Monsieur Jensen, votre mémoire semble vous faire défaut. Vous avez juré sous serment que cette divulgation était complète. Mais vous avez oublié quelque chose. Petit. Juste un détail mineur. » Il leva le papier. « Foi je priate, and the porten. Foi je priate. Vous avez oublié les 7 millions de dollars que vous avez transférés à REM Logistics, une société écran aux îles Caïmans, il y a 4 semaines après avoir déposé la demande de divorce. » La couleur quitta le visage de mon père. Il avait l'air petit. Son avocat arracha le papier des mains du greffier du juge, son propre visage devenant cendreux. « Votre honneur, c'est irrégulier. C'est une information privilégiée. » Le juge abattit son marteau. « Ce qui est irrégulier, tonna-t-il, c'est un parjure flagrant dans mon tribunal. Ce qui est irrégulier, c'est d'utiliser une structure de transfert frauduleux à 3 niveaux, identique à celle sur la liste de surveillance fédérale des saisies d'actifs. » Il me regarda, et pour la première fois de ma vie, je me sentis vue. « Lieutenant-commandeur, » dit-il, sa voix emplie d'un respect sincère. « Votre paperasse est la pièce de comptabilité légale la plus méticuleuse et accablante que j'ai jamais vue. Cet accord est annulé. »« Votre honneur, » plaida mon père. Le juge l'ignora. « Tous les actifs, domestiques et internationaux, sont par la présente gelés en attendant une enquête criminelle que je demande personnellement au bureau du procureur des États-Unis. » Il regarda ma mère qui me fixait, ses yeux écarquillés, des larmes de choc coulant maintenant sur son visage. « Et j'attribue 100% des fonds découverts, tous les 7 millions de dollars, à Madame Jensen en dommages punitifs. Nous en avons terminé ici. » Mon père avait passé toute ma vie à essayer de m'enseigner le pouvoir. À la fin, il n'a fallu qu'une enveloppe pour lui montrer à quoi ressemblait la vraie autorité. Le coup de marteau sembla final, comme une porte claquant sur toute mon enfance. La salle d'audience explosa, non en applaudissements, mais en un tourbillon de bruit paniqué et aigu. Mon père, Robert, bafouillait. Son visage était d'une teinte rouge mouchetée et terrifiante, et il pointait son doigt vers son avocat, sa voix un murmure rauque. « Réparez ça, vous devez réparer ça. » « Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Son avocat, l'homme lisse et confiant d'il y a 1 heure, fourrait frénétiquement des papiers dans sa mallette, ses mains visiblement tremblantes. Il ne regardait même pas mon père. Il marmonnait juste. « C'est fini, Robert. C'est fini. » Des officiers du tribunal se déplaçaient déjà, se tenant près d'eux, leur présence un signal clair. Je ne les regardais pas. Je m'en fichais. Mes yeux étaient seulement sur ma mère. Elle était encore assise, figée, sa main planant toujours au-dessus de l'accord non signé. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas les larmes d'une victime. C'étaient des larmes de choc pur et non adultérées. Je m'approchai d'elle, le bruit de mes talons sur le sol de marbre la seule chose que je pouvais entendre. Je me tins devant elle, et pendant un moment, nous nous regardâmes simplement. Je la vis me voir, vraiment me voir, être pour la première fois, pas comme enseigne agrafeuse, pas comme sa fille silencieuse et invisible, mais comme la personne qui venait de lui sauver la vie. Je ne dis pas « ça va ?» Je ne dis pas « c'est fini ?» Je tendis simplement la main. Elle regarda ma main pendant une longue seconde, comme si c'était une bouée de sauvetage. Puis, ses petits doigts tremblants s'entrelacèrent aux miens. Je serrai, et elle serra en retour, une prise étonnamment forte. Je la tirai doucement sur ses pieds. Nous ne regardâmes pas en arrière. Nous marchâmes simplement, main dans la main, hors de la salle d'audience, passant les avocats affolés, à travers les lourdes portes en bois, et dans la lumière solaire brillante et indifférente du couloir. Nous laissâmes tout le chaos, tout le bruit, et toutes les années de douleur derrière nous dans cette pièce. 1 an plus tard, l'air sent la terre humide,
la lavande et le café fraîchement moulu. Le panneau dehors du magasin lumineux et aéré indique Elena's Garden. Mère. Elle n'est plus Elena, pas le fantôme de la salle d'audience. Elle est Madame Jensen pour ses fournisseurs. Et Elena pour ses amis et clients. Elle paraît 10 ans plus jeune, ses cheveux coupés avec style, son visage plein de vie et de but. Je la regarde depuis une petite table de café dans le coin, et elle dirige avec assurance 2 employés, riant en arrangeant une commande florale complexe. C'était ça. C'était l'entreprise qu'elle avait rêvé d'ouvrir, celle qu'elle avait abandonnée 30 ans plus tôt, quand on lui avait dit d'être une épouse supportive pour un grand homme important. Je suis en vêtements civils, mais la promotion fait du bien. C'est Commander Jensen maintenant. La nouvelle autorité repose confortablement. Ma mère finit avec son personnel et vient, glissant un croissant sur mon assiette. Tu es trop maigre, dit-elle, mais elle sourit. Notre relation est différente. L'ancienne dynamique étouffante de victime et protectrice a disparu, remplacée par quelque chose de chaleureux et facile. Nous sommes juste 2 femmes, égales, parlant de sa nouvelle livraison de tulipes hollandaises et de ma prochaine affectation au Pentagone. Il n'y a pas de peur dans sa voix. L'anxiété constante et bourdonnante qui était autrefois la musique de fond de nos vies. Elle est juste partie. Le silence qu'elle a laissé derrière est la paix. Mon téléphone vibre sur la table. Un texto d'un numéro que je ne reconnais pas. Ma mère parle de ses plans pour agrandir le jardin d'herbe. Donc je le regarde juste. Mon souffle se bloque. C'est lui. Maya, je suis. En difficulté. Les fédéraux. Ils prennent tout. L'enquête criminelle que le juge a lancée. Ils ont trouvé des choses. S'il te plaît. Tu connais la loi. Tu es ma fille. Tu dois m'aider. Je lis le message 1 fois, puis 2. J'attends l'ancienne vague familière de colère. J'attends la douleur, la rage, la satisfaction amère. Rien ne vient. Je ne ressens pas de colère. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens juste. Fini. C'est comme lire un mémo sur une affaire close depuis 1 an. C'est juste de l'information. Et cela n'a aucune pertinence pour moi. Il ne demande pas une fille. Il demande enseigne-agrafeuse. Il demande l'esprit légal qu'il a moqué. Celui qu'il voit maintenant comme un outil qu'il peut utiliser. Je lève les yeux vers ma mère, qui explique maintenant avec excitation la différence entre 2 types de roses, son visage vivant. C'est mon monde, c'est ma réalité. Mon père, et son message texte, ressemblent à un fax d'un pays étranger, d'une vie que je ne vis plus. Sans un mot, je pose mon pouce sur le numéro. Je clique sur bloquer le contact. Je glisse mon téléphone dans ma poche. Le message sans réponse. Je souris à ma mère. Elles ont l'air magnifiques, maman. Maintenant, dis-moi plus sur les tulipes. Mon père a toujours cru que la cour des grands concernait les menaces bruyantes et l'argent caché. J'ai appris que le vrai pouvoir est silencieux. C'est la vérité méticuleuse. C'est la paperasse. Si vous avez déjà dû utiliser votre propre expertise silencieuse pour gagner un combat que personne ne pensait que vous pouviez, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, nous respectons toujours l'expert dans la pièce.